pour ça qu'on a mis ce slip rouge, tu vois, le moule beat, machin. Un peu beauf, mais en vérité, c'est pas trop beauf, c'est le bon sens. C'est le mec qui a du bon sens. Alors, il n'a pas inventé la machine à courber les bananes, hein, mais il a du bon sens. Et donc, le bon sens, ben, c'est juste le partage. Bon, ben, il ne faut pas faire ça, pourquoi? On explique. Et on se prend, on se prend pas au sérieux. Carrément. Surtout pas se prendre au sérieux. Le sujet est sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Le monde du silence gueule. Il y en a marre, gros. Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène à Banyuls, dans le sud de la France, pour une rencontre forte, lucide et profondément humaine. Franck Laurin, aussi connu sous le nom de Franck Barbotte dans la communauté plongée, est comédien, acteur, producteur ou encore plongeur. Tard revenu à la mer, il en est aujourd'hui un défenseur acharné, je crois. J'essaye en tout cas. Dans cet épisode, on part en Méditerranée, on plonge dans l'histoire de Franck, évidemment, on découvre ses projets, on s'émerveille grâce au vivant. On revient aussi sur ses premières plongées, son lien au théâtre, son attachement à la réserve de Cerbère-Banyuls, où on est aujourd'hui. Franck, c'est un honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue dans Narcos. Merci. Avant qu'on parle de mer et de bulles, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton histoire? Raconte-moi, avant de devenir Barbotte, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, alors il y a quand même un lien à tout ça parce que comme j'ai fait beaucoup de rugby, tu l'avais dit dans quelques questions auparavant, avant ça, moi je fais partie de la génération Grand Bleu. Oui. Et donc quand j'ai vu ce film, ça m'a scotché en fait. Et c'était à l'époque les versions longues, donc je suis resté 2 fois au cinéma. J'étais gamin avec ma mère et je lui dis non mais je veux rester, je veux revoir le film. Deuxième séance affilée. J'ai adoré ce film, donc c'était comme une espèce de target en moi, tu vois, un truc inscrit. Et puis après, je suis tombé dans le rugby et là, j'en ai fait beaucoup. J'ai un peu laissé de côté le bleu, quoi. Toujours en ayant j'ai toujours été écolo dans l'âme, si tu veux. J'ai toujours voulu ramasser des trucs, nettoyer, faire en sorte qu'on respecte un peu plus la terre, quoi. Et puis quand le rugby s'est un peu arrêté avec l'âge, je me suis mis à la plongée. Par l'intermédiaire de copains de rugby qui faisaient aussi de la plongée. Et puis ça m'a passionné et puis du coup ça m'a donné une nouvelle passion en fait. Ça m'a tellement passionné que je suis devenu instructeur, j'ai fait un club, je me suis structuré puis j'ai commencé à vouloir faire des films sous-marins, enfin des films qui défendent la biodiversité marine. Et puis ça fait plus de 10 ans et en fait je me suis aperçu que c'est une communauté, une petite communauté en fait, le monde de la plongée. C'est pas non plus beaucoup de personnes. Mais je me suis aperçu qu'on pouvait convaincre, faire bouger un peu les lignes, apporter des choses. Donc du coup, c'est devenu j'ai essayé de mêler mes activités de comédien, parce que c'est mon premier métier, et de plongeur. Et PEF m'avait surnommé plonge-acteur. Voilà. Donc je pense que c'est ce qui me définit le mieux. J'aime bien montrer la mer, mais aussi par l'humour, par des billets un peu l'autodérision. Un message peut-être un peu plus accessible que la communauté scientifique qu'on entend beaucoup, mais qui n'est pas forcément accessible à tous des fois. Voilà, vulgariser le savoir, c'est important, mais c'est un peu ce que vous faites avec Julie chez Orc, c'est d'essayer de rendre tout ça accessible, même à des gens qui ne sont pas forcément sur le littoral. Et parfois le théâtre, le jeu, l'acting, ça permet de faire passer des messages. Quoi. C'est clair, carrément. Trop bien, et on va parler de tout ça, ton lien à la mer qui est venu, qui s'est un peu éteint, qui est revenu, etc. Est-ce qu'on peut avant tout parler d'un truc qui moi me parle beaucoup, c'est un petit peu la chose qui t'a mené à ta carrière de comédien, le Paris-Biarritz à pied? Ah oui. Alors c'est bien que tu en parles parce que je viens de faire un spectacle qui s'appelle Paris-Biarritz au Festival d'Avignon. Un seul en scène, c'était la première fois que j'étais seul en scène et c'était les mots que je disais, que j'avais écrits. J'ai mis plus de 30 ans à le sortir, ce truc. Ouais, à 18 ans, je me sentais pas super bien chez mes parents, tu vois, je n'étais pas trop bien dans ma peau. Et j'ai décidé de partir à Biarritz à pied. En vérité, j'allais faire les fêtes de Bayonne parce qu'à l'époque, j'étais très rugby, donc beaucoup dans ce folklore-là, en Pays Basque. Et j'ai décidé d'y aller à pied. Et j'ai pas fait de stop, donc j'ai pris un sac à dos, un peu d'argent et j'ai dû toquer aux portes des uns des autres pour trouver à manger, à boire. Et de ce parcours un peu initiatique, ça m'a fait un peu réfléchir sur moi-même. Je me suis posé pas mal de questions, je faisais un bon complexe de taille, tu vois. Je me sentais pas bien dans mes pompes et du coup je me suis dit si tu veux qu'on te regarde, si tu es en manque d'amour, etc. mais fais comédien. Enfin, tu vois, rugbyman c'est bien, mais enfin déjà je pense que j'avais pas du tout les moyens pour être rugbyman de haut niveau.
En me posant toutes ces questions, je suis remonté à Paris et c'est là où j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, à faire de la figure, des petites silhouettes parlantes. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre ce métier sur le terrain, quoi. Ok, c'est trop bien. Mais ouais, vraiment un voyage initiatique qui t'a mené. Ouais, puis à 18 ans, tu as envie d'avoir des expériences. C'est petit, c'est 800 km, c'est pas non plus incroyable, mais dans mon inconscient et dans ce que j'ai vécu, c'était comme si j'avais rencontré l'humanité, tu vois, le Ouais, monde je entier, quoi. Ça me parle bien. Ouais, et puis c'est la première fois que tu pars de chez tes parents. C'est une époque où en 93, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de GPS, j'avais une carte. Tu vois, tu arrives, tu demandes ton chemin, enfin, c'est aussi un autre délire, quoi. C'est clair. Comme tu l'as dit un peu, tu as passé 30 ans sur les terrains de rugby, c'est pas rien, c'est quand même une part importante de ta vie. C'est un sport de corps, d'esprit, de camaraderie et surtout de valeur. Est-ce que tu peux revenir un peu sur toutes ces années à tâter le ballon Ouais, en fait, c'est un peu par hasard que je suis tombé dans ce sport. Je faisais du foot au lycée, j'étais absolument nul. On m'avait mis au cage, tu vois. Et puis, il y a un gars, Vincent Gachon, pour ne pas le nommer, qui maintenant entraîne Orléans et qui me dit, il était dans ma classe, mais viens, tu vois, le rugby, c'est cool. Je suis au Paris Université Club, au PUC, et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, j'ai démarré assez tard, hein, j'avais 13-14 ans, et très vite, j'ai été pas bon, mais j'étais rapide en fait. Et moi, j'allais pas, j'évitais les gens, hein, tu vois, le but pour moi, vu ma carrure, c'est pas de foncer dedans, mais c'est de les éviter. Et j'ai eu la chance de rentrer en sport-études rugby très vite pour ma seconde, à l'entrée au lycée. Et donc j'étais en internat avec toute une bande de copains qui sont encore mes copains. Des copains à vie, c'est comme des frères en fait, hein. Et ça m'a structuré alors que j'étais un peu paumé, tu vois. Et le rugby, c'est un sport vraiment de combat collectif où tu as tous les physiques et tu sais que quand il faut aider le copain, ben, il faut y aller. Et si tu es en danger, tu vas être aidé. Et s'il y en a un qui est en danger, tu vas l'aider. Et ça c'est une valeur qui est dans la vie importante, c'est une valeur solidaire. Un peu une école de la vie finalement, le rugby. Ouais, alors on surfe beaucoup, notamment les sociétés surfent sur ces valeurs-là, etc. Mais quand tu es sur un terrain, tu as quand même un petit peu peur pour ton intégrité physique. Alors ça dépend des physiques, hein. Mais tu as quand même un peu les miquettes. Et le fait que tu sais que tu as 15 guerriers avec toi qui vont te défendre, et on va s'auto-défendre, ben, ça crée un sentiment de fraternité et de solidarité qui est très fort et que j'ai pas vécu dans d'autres situations, tu vois. Et c'est une grande famille énorme. Moi, c'est vrai, ça m'a apporté énormément. On sent que c'est vraiment important pour toi, pardon, parce que quand on préparait l'interview, justement, tu m'as dit il y a deux choses qui sont hyper importantes, c'est la fraternité et l'amitié. Donc, C'est ça, on ouais. le ressent. Ouais, c'est vraiment des valeurs que j'ai appris là-bas et ça se dément pas, tu vois, parce que j'arrive à plus de 50 ans et ça fait bientôt presque 40 ans que j'ai des potes. On est comme ça, quoi, tu vois. C'est incroyable, trop bien. Ouais. C'est ce que beaucoup cherchent, hein. Et c'est de plus en plus difficile, je pense, aujourd'hui, parce que là, Nous, c'était pas professionnel déjà, où ça commençait, tu vois, à poindre un peu. Et on n'avait pas d'agent et pas tout ça, quoi. Et donc, on a réussi à se suivre plus ou moins les uns les autres. Et surtout, il y en a un petit groupe d'une dizaine, on a fait toujours les mêmes clubs. Et donc, on est maintenant tous un peu pères de famille. Il y en a qui ont évolué, grandi ensemble. Nos parents sont là, d'autres sont plus là. En fait, on vit les mêmes choses. Et puis surtout, nos enfants sont devenus potes aussi. Ok, incroyable. Ils font du rugby, etc. On se voit en vacances. Enfin, c'est une famille. Bon, voilà, incroyable. j'ai trouvé une famille. Et aujourd'hui, est-ce que tu verrais un lien entre ce que tu as vécu dans le rugby, que ce soit amitié ou pas forcément, mais plus global, et ce que tu vis sous l'eau en plongée? Alors, je ne peux pas dire que j'ai trouvé des liens fraternels aussi forts dans l'ensemble des plongeurs que je côtoie. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand on plonge, et d'autant plus, moi, j'ai jamais été un très grand pédagogue jusqu'au moment où j'ai fait de la plongée. Et on m'a transmis, je ne pensais pas du tout aimer transmettre, mais finalement, maintenant, j'aime faire apprendre aux gens comment ça se passe sous l'eau. Et quant à la responsabilité de gens, oui, là, tu te sens responsable d'un truc et il n'y a pas une fraternité, mais il y a un truc très proche où tu sais que une erreur, ça peut très vite engendrer un accident, un suraccident et peut-être. Et en soi, même entre plongeurs autonomes, dans le sens où s'il y a un accident ou quoi que ce soit, tu comptes forcément sur l'autre. Voilà. Donc je pense que c'est important et qu'il y a des petits parallèles. Il y a cette solidarité qui existe et ça me fait penser à un truc. Ici à Cerbère, on a mis en place un programme qui s'appelle Plongée Citoyenneté. Que j'ai fait avec mon club Plongée Partagée, avec Olivier Solier, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup transmis et appris la plongée, qui est là d'ailleurs. Mon épouse Sandrine avec son association Comme à la maison. On a pris des gens de quartiers difficiles, donc vers la Porte des Poissonniers, Porte d'Aubervilliers, dans les quartiers nord de Paris. Et on a fait un petit programme qui s'appelait Du béton à la mer, où pendant une année, on leur a fait faire de la fosse, de la piscine.
On est allé les emmener à la Cité de la Mer à Cherbourg, voir les bathyscaphes, voir des biologistes marins. Et on leur a montré des films. Et ensuite, on est venu ici, aux Aloès, avec Xavier Herrero, pour leur passer leur premier niveau 1. Incroyable. Et c'était génial de voir ces minots qui sont scotchés au béton. Moi, en fait, je les ai rencontrés parce qu'ils étaient au pied de chez moi. Ouais. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faites et tout ça. Et donc, on a réussi par la solidarité à créer un groupe et ils ont adoré, quoi. Vraiment adoré. Et surtout, ça a un peu changé leur façon de voir la vie. Ils font un peu plus attention à eux. C'est vrai, la bonne école. Ouais, voilà, ils ont découvert un truc magique et ils avaient des gueules de gamins. Ils sortent, et tu vois, par exemple, ils voient une étoile de mer. Bon, nous, on voit une étoile de mer, ok. Mais alors eux, ils avaient vu un monstre marin. Tu vois, mais c'est clair, mais nous, on s'en rend pas forcément compte parce que, on vit plus ou moins la mer, la plongée au quotidien. Mais il faut aussi se rendre compte qu'il y en a beaucoup qui sont enclavés dans les terres et qui ont juste un imaginaire mais qui ne se rendent pas compte ou qui n'ont pas l'habitude de voir. Donc c'est important de partager. Rien que le fait de flotter, tu vois, d'être un peu comme dans l'espace, ils ont adoré ça. Ils avaient des yeux de gamin. Incroyable. Donc c'est une expérience qu'on a fait ici qu'on aimerait bien refaire. Incroyable. Et à côté de tout ça, du sport, etc., il y a aussi cette vie d'artiste, comme tu l'as évoqué, le théâtre, la scène, le doublage, la voix. Quelle place ça a pour toi aujourd'hui dans ta vie? C'est au centre de tout? Alors, c'est vraiment le centre de tout. Quand j'avais 18 ans, ce fameux Paris-Biarritz, je suis remonté à Paris et comme j'étais un cancre à l'école, donc j'avais pas beaucoup lu. Et là, pendant de 20 à 30 ans, je n'ai eu de cesse que de lire, de voir des expositions, de m'intéresser à la sculpture, à l'écriture, comment est né le théâtre, etc. Et j'ai essayé de rattraper le retard que j'avais un peu. Je faisais aussi un petit complexe et pendant 10 ans, j'ai essayé de vraiment me cultiver, en tout cas ouvrir ma curiosité. Ça a été le centre parce que j'ai toujours fait que du théâtre. Et puis, tu parlais de la voix, c'est très important. En fait, à l'époque, France Culture et Radio France, ce grand bâtiment à Paris, faisaient des dramatiques, c'est-à-dire des théâtres à la radio. Sur France Inter et France Culture, il y en a encore, un peu moins, mais à une époque, dans les années 90, il y en avait beaucoup, beaucoup. Et j'ai eu la chance, en allant, pas par hasard, mais on savait qu'il fallait être, on appelait ça, c'est un peu vulgaire, on appelait ça le carrefour des putes. C'était un planning avec des numéros de studio et tu savais qu'à 14h, ça allait reprendre dans le 114, dans le 111. Et donc, tu attendais dans cet endroit. Et des fois, il y avait un réalisateur qui disait « Tiens, toi là, viens, j'ai besoin de faire un essai. » Hop, et on te prenait comme ça. Et donc, tous les jours, j'y allais. Et puis, un jour, on m'a pris pour une grande série radiophonique. Et là, j'ai compris et j'ai appris mon métier à la radio pendant 15 ans, j'ai fait beaucoup de pièces de théâtre à la radio. Okay. Et c'est comme ça que ça m'a ouvert vers le doublage. Et le doublage, j'en fais maintenant depuis 25 ans, peut-être un peu plus. Et c'est vrai que ça reste quand même le cœur de mon métier avec le théâtre. Je regrette un peu de moins tourner, j'ai beaucoup tourné entre 20 et 30 ans. Là, je tourne un peu moins, mais du coup, je fais des films dans lesquels je tourne. Trop bien. On va revenir après sur les films. Pour la partie doublage, on entend notamment ta voix dans 700 requins dans la nuit de Balesta, des équipes plombaient ça. Super rencontre. Ouais, trop bien. Et aussi dans One Piece pour les connaisseurs. C'est des expériences cool, tout ça, je suppose. Oui, c'est super. Et pour le théâtre, tu étais notamment à l'affiche du Monde du Silence Gueule. Est-ce que tu veux Ah oui, avec Julia Duchossois, ça c'est pareil, c'est la vie, c'est ça qui est fou. Julia Duchossois, on avait joué ensemble en 2002 au Festival d'Avignon avec quelqu'un que tu connais pas peut-être, c'est pas ta génération, mais Romain Bouteille, c'est le fondateur du Café de la Gare. Le Café de la Gare, c'est là où il y avait Patrick Devers, Miu Miu, et ça a été très important et fondateur avec l'équipe du Splendide. Voilà, ça, c'est vraiment les comédiens des années 70-80. Et donc, on a joué avec Romain en 2002, un spectacle qui s'appelait Tout est bien qui finit bien, Shakespeare adapté à la Monty Python, tu vois, avec des blagues un peu anachroniques, quoi. Et on est resté très potes avec Julia. Et sans le savoir, moi je ne savais pas, mais Julia, elle a beaucoup plus de plongée que moi, elle a commencé 10 ans avant moi. Mais on a en parallèle toujours été acteur et plongeur, tout le temps. Et puis on ne s'est jamais perdu de vue, mais bon, on avait des trajets parallèles. Et un jour, elle écrit un spectacle qui s'appelle Le Monde du Silence Gueule. C'est un stand-up où les animaux des mers prennent la parole pour dire aux humains « Putain, vous déconnez, ça fait 70 ans que vous faites de la merde, réveillez-vous, il y a des choses à faire ». Et elle m'appelle, elle me dit « Écoute Franck, je sais que ça fait des années que tu n'as pas joué au théâtre. » Et c'était vrai parce que le doublage avait pris beaucoup de place. Elle me dit « Mais j'ai écrit un rôle, c'est pour toi. Il n'y a que toi qui peux jouer ça parce que tu es plongeur et acteur comme moi. Il faut que tu viennes, machin. » Elle me fait un truc, je dis « Mais merci, c'est génial, j'ai adoré. » Le monde du silence gueule. Il y
Y en a marre, gros. Tout est interdépendant. Interconnecté. Interconnecté. Une grande ligne de domino. T'en dégommes un, tu perds tout le reste. Oh non, Martine! Oui. Sors-toi de là. Non, mange pas ça, Martine, ça aussi c'est du plastique. Ça reste coincé dans ton système digestif et tu crèves d'occlusion ensuite. Rappelons que le shark finning et la pêche intensive sont responsables de l'extermination de 100 millions de requins par an, soit 3 par seconde. L'océan, c'est comme un gigantesque organisme dont la température corporelle passerait de 37 à 39 en permanence. Saloperie de réchauffement climatique. Et elle a pensé à PEF, Pierre-François Martin Laval, des Robins des Bois. Et je lui ai dit au début, mais je comprends pas pourquoi Pierre-François, c'est plutôt quelqu'un qui fait de l'humour, c'est bien, mais pourquoi lui par rapport à la mer? Et je ne savais pas, mais son papa, Denis Martin Laval, c'était le médecin de la Calypso. Ok, incroyable. Donc du bateau de Cousteau. Et effectivement, Pierre-François a été sur ce bateau et a fait des expéditions quand il était tout jeune, tu vois, quand il était ado. Et effectivement, il a un amour pour la mer, il est marseillais. Et du coup, on a fait un spectacle, c'était à l'époque, on était en plein Covid, donc on allait chez lui, je faisais des attestations avec ma prod et tout, et on répétait dans la chambre de ses filles, c'est drôle, dans la salle de jeu. Et on a pensé aussi pour la musique à Faf Larage, qui est aussi marseillais, le frère de Shuriken d'Ayam. Et Faf, il nous a fait toutes les musiques avec Sébastien Dermiani. On a un rap à la fin, des Océans, qui cartonne. Ouais. Et ben, ce spectacle, on l'a créé en 2022 et on continue à avoir des dates. On va avoir une date le 27 septembre avec Vincent au Brusque. Il fait une grande fête et lui, il a envie de remettre les hippocampes dans la lagune du Brusque. C'est un mec génial qui est Nassau. Il a créé un pays, une principauté, le Brusque, c'est très drôle. Et donc il y a une grande journée avec Pierre Boisserie, l'agence de l'eau, il y a Jérôme Esplat, il y a plein de gens le 27 septembre. Je crois qu'on a des dates aussi en Bretagne. Enfin, la tournée ne s'arrête pour l'instant pas. On a toujours des dates. Trop bien. Et c'est que ça marche et que les gens, ça plaît aux gens. Et surtout, ça m'a remis le pied à l'étrier au théâtre. Et depuis cette pièce, j'ai refait encore 2 autres pièces dans ma créa. Et donc ça y est, je suis reparti sur les planches. Trop bien. On entend, quand tu parles, quand tu évoques des projets ou quoi que ce soit, tu cites souvent les gens, tu parles d'amis, etc. Donc on sent que l'amitié, c'est vraiment fort. Ouais. Et même si on se connaît que très peu, je ne sais pas pourquoi, j'associe aussi beaucoup la famille à qui tu es. Est-ce que c'est vrai? Quelle place ça a pour toi? C'est très important. Là, je suis encore en pleine vacances avec ma famille, mes 2 filles et mon épouse, que j'ai mis à la plongée, que j'ai essayé de mettre à la plongée, qui plonge très bien. Je pense que ma femme le fait plus par amour que par passion, mais c'est beau, déjà c'est une belle preuve d'amour et ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble, donc oui c'est quelque chose d'important la famille, que j'ai des fois un peu délaissé parce que quand tu es comédien, tu es un peu dans un ego trip aussi à certains moments, tu es dans ton truc et tu ne penses pas trop aux autres. Et cet égoïsme, j'essaie de lutter un peu, d'être un peu plus ouvert vers les autres. Donc c'est vrai que je cite beaucoup de gens parce que j'essaye de rester fidèle à toutes ces amitiés et parce que je pense que couper les fils avec les gens, c'est pas une bonne philosophie de vie et qu'on peut être parfois mal se comporter, puis après on peut quand même donner la chance à mieux se comporter, tu vois. Donc j'ai beaucoup de gens que je suis depuis très longtemps et je suis très curieux. Ma fille ayant 20 ans, tu vois, elle est un peu comme vous dans toute cette jeunesse qui crée, qui veut défendre la nature. Il y a quand même, moi j'ai beaucoup d'espoir sur la jeune génération. Donc comme j'ai pas envie de finir vieux con, je m'intéresse aux jeunes. Ouais. Merci pour tout ça. C'était l'objet de cette première partie, c'était pas forcément de parler de plongée, mais vraiment d'apprendre à te connaître un petit peu. Ouais. Là, on va commencer à rentrer un peu dans la plongée. Merci à vous. C'était un honneur. Merci, c'est super.